qu'il y avait une diapo qui n'était pas au bon endroit, donc je me suis dit, Ok, c'est bon, stabilisé. c'est vraiment nécessaire de voir de passer en revue les 4 solutions. Ouais, et non, mais ça va être retravaillé. Après, pour demain, il faut du rythme. Ok, il faut vraiment du rythme à l'oral. 30 opérateurs, c'est une vraie phrase. Bonjour, le drone sera à l'aéronautique, ce qui est la téléphonie mobile à la téléphonie fixe. Donc d'après le ministère français de l'Industrie, une nouvelle ère de l'aviation, ouvrir le marché de l'aviation à l'utilisation civile de systèmes d'aéronefs télépilotés d'une manière sûre et durable, d'après le Parlement européen. Donc c'est d'après ces deux situations qu'on a construit et organisé notre étude du marché du drone civil. Et donc, d'après notre commanditaire Thales, on a développé et répondu à deux problématiques. Donc la première, quels sont les marchés mondiaux actuels et potentiels des drones civils? Et la deuxième, quelles sont les technologies embarquées sur les drones commerciaux? Et donc je vais maintenant passer la parole à Valentin qui va vous introduire le marché. Bonjour. On ne peut pas parler du marché sans mettre le contexte. Pour commencer, il y avait les drones civils qui ont été succédés par les drones civils. Au sein des drones civils, nous retrouvons les drones de loisirs et les drones commerciaux. Sont apparus en premier les drones de loisirs, ainsi que la loi qui les légifère. Cette loi en fait était adaptée aux drones de loisirs, mais elle n'était pas adaptée aux drones commerciaux. Donc la loi s'adapte au fur et à mesure aux drones commerciaux. Donc on va avoir quelques chiffres du marché. Ça va être un peu un catalogue, mais c'est vraiment des chiffres clés. Donc nous avons DJI, le leader mondial du marché, 430 millions de chiffre d'affaires en 2014. Et également, il fait la série Phantom, qui est la plus vendue au monde. La flotte mondiale de drones civils est d'à peu près 1 100 010. Pour les années à venir, la part du marché du drone civil va tripler, passant de 11% à 34%. Sinon, pour le chiffre d'affaires, on prévoit à peu près une fourchette, selon des études, de 1 à 3 milliards. Plus que de 84% pour 2016 au chiffre d'affaires, et forcément les fabricants du militaire s'intéressent aux drones civils parce que c'est un marché en pleine explosion. Nous prenons l'exemple de la France parce qu'elle est assez représentative du marché en général, car la France est pionnière en matière de loi, de législation. En effet, en 2012, ils ont légiféré dans le sens des drones commerciaux, ce qui a permis un développement très rapide du marché. Comme nous pouvons le voir, en 2013, le chiffre d'affaires était aux alentours de 90 millions. Il est quasiment passé à 300 millions cette année, enfin l'année dernière. Ainsi que les opérateurs sont passés de juin 2013 de 203 à 1813 en juin 2015. Je vais passer la parole à Victor qui va vous expliquer la segmentation. Alors tout d'abord, la première segmentation, elle peut se référer à une typologie de marché. Une typologie des usages, pardon. Donc tout d'abord le domaine de l'imagerie, de la communication et ensuite de la logistique. En ce qui concerne la communication, on va utiliser le drone pour qu'il fasse relais de réseau dans des zones dépourvues de réseau donc. Et ensuite la logistique, ça va être la capacité du drone à transporter du matériel, que ce soit infirmier, des livraisons par la poste, etc. Ensuite, on va passer à la sous-segmentation. Ce sont donc 8 sous-segments que nous avons réussi à mettre en œuvre. On peut voir par exemple que les journalistes vont avoir besoin de drones dans le domaine des médias d'information. En général, ce sont les donneurs d'ordre qui sont les clients dans ces segments. On voit ensuite un schéma complet qui serait un peu compliqué d'expliquer maintenant, donc on va passer à un écosystème d'affaires résumé. Voilà. Tout ce qui est, donc il y a les constructeurs, les assembleurs, les opérateurs, ainsi que les clients.
Les constructeurs, ce sont ceux qui vont construire le matériel, c'est-à-dire des capteurs, des hélices, etc. Ensuite, on va avoir les assembleurs qui vont assembler tout le matériel et faire un drone avec. Et ensuite, les opérateurs qui vont utiliser les drones pour rendre un service de manière professionnelle. Et donc, les clients qui vont demander ces services. On va donc passer aux applications avec Valentin. Des nouvelles applications apparaissent quasiment chaque semaine. Excusez-moi. La frontière entre applications réelles et potentielles est vraiment mince. Mais grâce aux études qu'on a pu récupérer en faisant de la veille, nous avons pu définir 8 domaines d'application que Victor va vous introduire. Alors, les 8 domaines d'application, vous les voyez donc ici. Chacun des domaines d'application a donc des usages différents. On peut penser par exemple à l'agriculture, où on va se servir du drone pour détecter des maladies, pour vérifier la bonne distribution des intrants tels que des engrais ou l'irrigation. Cependant, chaque technologie s'applique à plusieurs domaines. Par exemple, le capteur thermique va être utilisé dans la sécurité pour trouver des décors enfouis en avalanche ou dans l'inspection d'ouvrage pour voir s'il y a des fuites d'air et voir l'étanchéité des bâtiments. En ce qui concerne les domaines d'application, ils varient donc selon la loi, la technologie et selon les pays, et c'est de ces technologies que Martin va parler. Alors oui, toutes ces applications sont possibles grâce à la technologie. Là, on va faire un focus sur quelques applications qui nous semblent importantes pour les drones. Il y a une problématique qui se pose pour les drones commerciaux aujourd'hui, c'est leur faible autonomie. Donc, leur faible autonomie, un drone a une batterie d'environ 20 à 30 minutes en ce moment, et des recherches sont faites pour que le drone puisse voler plus longtemps. Donc, par exemple, la batterie à hydrogène. La batterie à hydrogène, en fait, c'est une pile à combustible qui va permettre un rechargement de 2 minutes en comparaison à 2 heures pour les drones classiques, et ça leur permettrait de voler plusieurs heures justement. On peut se pencher aussi sur le rechargement par laser. Le rechargement par laser, donc le principe c'est simple, c'est au sol on a une base qui va envoyer un laser sur le drone. Le drone, lui, avec ses capteurs, va transformer ce laser en énergie et ça va lui permettre de voler pendant quasiment indéfiniment sur un rayon d'1 kilomètre. Et je vais parler aussi du rechargement d'induction, vraiment. C'est un rechargement sans contact qui permettrait, donc combiné à un pilote automatique, l'automatisation complète du drone. Ensuite, Louis va vous parler des types de drones. Donc, d'après l'étude Game of Drones, il y a 2 types de drones, les drones à voilure fixe et les drones à rotor. Donc, les drones à voilure fixe présentent des avantages comme leur autonomie, contrairement aux drones à rotor qui ont une très très faible autonomie. Toujours les drones à voilure fixe ont une prise d'altitude très rapide et une faible sensibilité au vent qui est sensiblement meilleure que celle des drones à rotor. Cependant, ils ne peuvent pas effectuer de vol stationnaire, contrairement aux drones à rotor qui, eux, présentent cet avantage. Ils ont une meilleure discrétion que le drone à voilure fixe, une meilleure agilité et une capacité de vol stationnaire importante. Cependant, il faut noter que le drone à voilure fixe présente un prix très élevé, bien plus élevé que le drone à rotor. Ces 2 types de drones en fait conditionnent le reste des technologies que Martin va vous présenter. Donc tout à l'heure je vous parlais de l'automatisation du drone. C'est possible grâce à des techniques comme le waypoint combiné à de l'intelligence artificielle. En fait le waypoint c'est ce que vous voyez là-haut. Sur une carte on va placer plusieurs points et le drone va voyager sur ces points en fonction de l'ordre que vous aurez donné. Donc ça, c'est pour avoir accès à cette technologie, il faut combiner ça au GPS, mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite, on a le vol de groupe. Donc, le vol de groupe, c'est un projet que EDF et SNCF veulent développer avec une firme constructrice de drones. Donc, ces drones voleraient tous ensemble et ne seraient pilotés que par une personne.
Et ces drones seraient en perpétuelle interaction. Et donc ça permettrait de couvrir plus de surface en un minimum de temps pour tout ce qui est inspection des réseaux. Ensuite, donc, le GPS. Le GPS, beaucoup de drones en sont équipés, mais ça reste assez approximatif comme technologie. Donc pour cela, le GPS RTK a été inventé. Donc c'est un type de positionnement qui se base sur Galileo, le système européen, GLONASS, le système russe, et GPS, le système américain. Ça permet une précision au centimètre près du drone. Ensuite, le LPS, donc ça a été développé par une entreprise qui pensait aux zones non desservies par le GPS, donc peut-être pas le GPS. C'est un système local en fait. Et on placerait des balises au sol et qui permettraient aux drones de se repérer dans un espace et là aussi d'avoir une précision centimétrique. La télémétrie. La télémétrie, c'est ce qui va aider aux drones à éviter les obstacles. Et il va envoyer un signal et ce signal va se refléter contre la matière qu'il va toucher et le drone va récupérer ce signal. Donc on a trois types de télémétrie, la télémétrie optique, magnétique et acoustique. Optique, par exemple grâce au laser, avec le LiDAR, une illustration que vous pouvez voir là-haut. Magnétique, ça va être grâce aux ondes magnétiques qui nous entourent. Et acoustique, ça va être comme avec le sonar d'un sous-marin, en miniaturisé. La modélisation de l'espace en 3 dimensions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, pareil pour les drones. Ça peut servir pour l'archéologie, pour l'inspection de bâtiments, pour la géologie. Ça permet de modéliser le sol en 3D, donc aussi avec des couleurs. Et le LiDAR, c'est une technique de modélisation très précise qui permet aussi d'inspecter, de voir sous les couches végétales sous le sol. Par exemple, si on a une forêt ou des buissons, on va pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. Je vais maintenant passer la parole à Louis pour les législations. Alors, le marché du drone et les technologies du drone se développent dans un cadre, le cadre législatif. Donc, le cadre législatif, en fait, il y a deux formes d'orientation possibles, enfin, il y a deux catégories possibles, soit les lois qui orientent le développement du drone ou les lois qui le restreignent. Donc, certains États, les États qui ont fait le choix de restreindre ce développement, en fait, c'était du fait de peur sociétale de la population quant au respect de la vie privée ou encore à la sécurité civile, notamment depuis un accident au Japon où un drone a largué des déchets nucléaires sur le bureau de l'office du Premier ministre, ce qui explique notamment que la législation japonaise soit aussi dure en matière de drone. Et il y a d'autres législations, au contraire, qui ont décidé d'orienter les technologies afin d'accompagner leur développement en fait, pour pouvoir protéger leur population. Donc ces législations participent au développement du secteur et encouragent les prospects à consommer puisqu'elles les rassurent. L'exemple de référence est la France, puisque c'est un des pays pionniers en matière de législation qui oriente. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a plus de législations qui vont restreindre en ce moment sur Terre que de législations qui orientent. Le schéma suivant en fait explique comment les lois sont faites en fonction de 4 axes. Et l'Union européenne s'est servie de ces axes pour essayer de créer un consensus au niveau législatif des différents États membres de l'Union européenne et dans le but de répondre à différentes problématiques. Donc l'Union européenne a émis 33 propositions, en fait c'est la Commission européenne qui les a émises, dans une logique d'orientation plus que de restriction, dans le but de créer un véritable marché unique européen du drone commercial. Actuellement, au niveau international, les drones sont régis par la Convention de Chicago, sauf que cette convention ne répond uniquement qu'à l'aviation civile et donc renvoie une image assez obsolète. La législation représente donc un véritable enjeu économique puisqu'elle permet de créer des emplois, comme Valentin vous l'a expliqué tout à l'heure, avec la France qui a légiféré en 2012 et qui a permis en juin 2013 de passer de 230 opérateurs à 1813 en juin 2015.
Il faut aussi savoir qu'il faut se repérer en fonction de l'échelon supérieur et donc s'allier avec d'autres entreprises pour pouvoir influencer les lois, donc tant au niveau international que supranational, national. Voilà, je vais passer la parole à Djibril pour conclure. D'après un article qui est paru sur le site vius.com, le chiffre d'affaires des entreprises spécialisées dans le marché du drone commercial vont subir une augmentation de 84% d'ici la fin de l'année 2016. Donc on peut en conclure que c'est un marché qui se présente comme le futur de l'aéronautique, donc un futur secteur clé. Donc c'est pour cela qu'on vous propose à vous, Thales, plusieurs solutions. Donc une étude de marché, une segmentation, 8 domaines d'application, les technologies actuelles et émergentes, les législations détaillées ainsi que plusieurs bases de données. Donc ils vont se composer d'une webographie avec l'ensemble de nos sources, différents catalogues des constructeurs, assembleurs et opérateurs du marché du drone, et enfin des données graphiques de notre étude. Enfin, pour conclure, les lois des différents pays vont évoluer au cours des prochaines années, donc ce qui va permettre au marché du drone commercial d'évoluer et de se développer. Et donc on pense que le marché va subir une forte explosion au cours des prochaines années. Donc, merci de votre attention.